La feuille de route de la CEDEAO, on la connaît depuis le 31 juillet dernier, mais au niveau de la coalition, il y a comme vent d'insatisfaction. Ce 16 août, la coalition était en conférence de presse où elle a présenté un mémorandum d'une dizaine de points. On évoque le sujet avec notre invité, le professeur Aimé Gogué. Il est le président de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral ADI, parti de l'opposition au Togo, membre de la coalition des 14. Professeur Aimé Gogué, bonsoir. Bonsoir Samuel. Est-ce que c'est peu de dire que la coalition est insatisfaite de la feuille de route de la CEDEAO? Non, disons que c'est trop dire. Nous sommes dans un processus de négociation. On ne pouvait pas espérer avoir tout ce qu'on voulait. Mais je crois qu'en grande ligne, si on lit très bien le mémorandum et la feuille de route, je crois qu'il y a beaucoup de satisfaction. Ensuite, deuxième chose, je crois que la première, ce qui est de plus important, il ne faut pas considérer ça comme coalition ou bien régime, mais c'est un jeu à somme non nulle. Il faut voir pour l'ensemble des Togolais. Je crois que pour les Togolais, il y a une avancée, mais il y a des imperfections, comme nous l'avons souligné ce matin dans notre conférence de presse. Mais globalement, je crois que c'est sur une bonne voie. Il reste encore la mise en œuvre, c'est ce qui est le problème au Togo généralement. Mais quand on voit un peu le mémorandum que vous avez présenté aujourd'hui au cours de la conférence de presse, on a comme l'impression que c'est votre feuille de route à vous au niveau de la coalition. Non, ce n'est pas notre feuille de route. Nous avons pris la feuille de route établie ou bien diffusée ou bien adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et à partir de là, nous avons vu par rapport à nos revendications, et nous avons vu les points, les manquements et les points qui risquent et qui laissent à approfondir. Si vous devez noter cette feuille de route, vous lui non, moi, donnez quelle note? à ce côté, je suis à la retraite, je ne donne plus de notes. Oui, mais pour l'exercice ici, quel est généralement votre niveau de satisfaction de cette feuille de route? Non, moi, je crois que c'est bon. C'est bon. Oui. C'est dans la mise en œuvre, dans l'application que nous verrons. Alors, si c'est bon, pourquoi vous soulevez encore des points? Non, les points que nous soulevons, c'est plus des éclaircissements et des points d'incompréhension. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, pour les mesures d'apaisement. Bon, ce côté, vous savez, comme nous tous, nous savons qu'il y a des manquements. Disons que ce n'est pas encore mis en œuvre. Le gouvernement traîne les pattes pour mettre en œuvre les mesures d'apaisement. Il y a des gens qui sont toujours arrêtés. Il y a des réfugiés politiques. Il y a le leader Achadam qui est hors du pays. Tout ça, il faut que ce soit réglé. Maintenant, si on prend les réformes institutionnelles, constitutionnelles dont nous parlons, c'est listé. Mais il faut que ce soit appliqué. C'est ça les problèmes qu'il y a. Nous avons parlé du gouvernement de transition. Nous insistons beaucoup sur ça. Vous tenez à ça? Donc, vous voyez, je crois qu'il y a une certaine incompréhension. Ce n'est pas le fait de vouloir être dans le gouvernement qui est l'important. C'est s'assurer que les élections seront transparentes dans ce pays. Or, nous savons que les ministres, des membres du gouvernement interviennent dans les élections. Parce que la tradition togolaise est telle que, et puis après 50 ans d'exercice d'un régime, les gens ont une impression que les ministres ont des pouvoirs immenses. Moi, j'étais dans une région du pays, dans une préfecture. Le ministre, après, a appelé des chefs cantons pour les engueuler, pour qu'ils vont laisser faire des meetings. Ouais, ça, c'est parce qu'il est ministre. Ouais, s'il n'est pas ministre, ça, il n'a pas cette capacité de nuisance. Oui, mais ça aussi, il faut que les populations connaissent leurs droits. Un ministre n'a pas bien sûr, il n'est qu'un commis. Commis de l'État, il est là, mais c'est la pratique. Vous voyez, si on veut faire des élections transparentes, il faut que cela soit un peu plus équilibré, c'est tout. Ça rentre dans le cadre de la transparence des élections qu'on veut, et non la volonté d'être dans le gouvernement. Alors, quand vous dites que la feuille de route elle est satisfaisante, c'est le mot que vous avez employé, beaucoup de satisfaction. Pourquoi vous voulez encore des éclaircissements alors que vous estimez qu'elle est satisfaisante? Non, il y a certains points quand même qui est pour que la population comprenne très bien, parce que nous avons besoin aussi du soutien de la population pour avancer dans les négociations. On a plus l'impression que c'est vous qui ne comprenez pas ou qui n'avez pas compris. Comment on n'a pas compris? On a pris le temps. Vous voyez, ça fait 2 semaines, on a pris le temps de bien lire, de regarder. Évidemment, nous avons fait l'exercice il y a très longtemps, on vient de le publier. Mais quand même, ça montre que nous avons pris du temps, nous avons discuté avec les facilitateurs pour mieux comprendre les méandres, mais on voudrait que ce soit bien exprimé, les choses. Alors, quand au niveau de la sortie que vous avez eue aujourd'hui, vous dites on voudrait ci, on voudrait ça, on voudrait tel. C'est comme c'est un processus de ça reste encore
imparfaite, cette feuille de Oui, route. non, c'est-à-dire, on a comme l'impression que vous êtes en train de dire la feuille de route aurait pu dire ci et ça. Non, peut-être dans l'explication, c'est tout. Mais maintenant, on va voir dans la mise en œuvre, la feuille de route a exprimé des choses. Oui. Mais il reste des négociations à faire. Dans cette négociation, nous espérons que ça va aboutir à ce que nous désirons. Alors, si on prend un certain nombre de points, parce que j'ai parcouru aujourd'hui le mémorandum, quand au niveau de la recomposition de la Cour constitutionnelle, vous demandez que le chef de l'État élise un et que les 3 soient partagés. Est-ce que vous ne vous prenez pas un peu pour les plus forts de la Cour de récréation? Non, pourquoi? Non, vous avez envie de partager le gâteau de façon équitable, alors que sur un plan électoral, les autres vous ont damé le pion. Ils vous ont battu à plat couture. À l'Assemblée, quand on tient compte de la représentation là-bas, ils ont 62 députés, toute l'opposition réunie, il y en a 29. Nous sommes dans un système de démocratie représentative. Nous représentons, avec nos 29 députés, nous représentons combien? Quelle partie de la population? Nous représentons plus de 50% de la population. Eux représentent moins de 50% de la population. Même si le découpage les a favorisés, il faut qu'on reconnaisse que l'opposition parlementaire est plus importante et représente une plus grande partie de la population que la majorité présidentielle. C'est pour ça que vous misez pour ça, partager le gâteau. Non, ce n'est pas un gâteau, c'est pour l'avenir du pays. C'est les institutions que nous voulons. Mais en fait, c'est parce que si dans un pays, en fait, nous, au niveau d'ADI, dire la CENI, avoir des représentants de partis, vous voyez, il y a une certaine incohérence. Nous l'avons toujours dit. Mais c'est la pratique. Nous avons adopté le principe que c'est les représentants du parti, on l'accepte. Mais il faut que ce soit une représentation équitable. Alors, que les élections soient... Sur la CENI, vous parlez de 8. C'est ça qui est dans le Et qu'est-ce que vous faites des autres partis? Les autres partis? Vous voulez 8 pour la coalition? Quand on lit le mémorandum, c'est dit 8 entre protagonistes, c'est ce qui a été dit. Oui. Alors, 8 entre protagonistes, il y a 14 partis au niveau de la coalition et il y a UNI. Mais il y a tous les autres partis. Quand le dialogue a commencé, les protagonistes, c'est qui? C'est la coalition. UNI. Alors donc, finalement, c'est très clair. C'est les deux qui doivent tous se partager. Alors que les élections n'engagent pas que ces deux-là. Non, bien sûr. Moi, je n'ai jamais fait partie de la CENI. Vous savez qu'Adi n'a jamais fait partie de la CENI. Je vais aux élections sans être membre de la CENI. Alors, où est le problème? Il y a d'autres partis qui vont aux élections, qui ont aussi besoin d'être là pour observer. J'ai été plusieurs fois aux élections. J'ai été même à la présidentielle. Il y a des partis qui n'avaient pas de candidat à la présidentielle qui sont membres de la CENI. Est-ce que j'ai protesté? Est-ce que j'ai protesté? Oui, mais est-ce que vous trouvez normal qu'il est bien qu'on donne tout à ces deux-là et que tous les autres, on les laisse sur le carreau? Oui. Ça fait déjà 15 partis sur politiques. Sur un pays qui en compte plus de 100. Une centaine. Vous pensez que c'est normal que le Togo ait 100 partis politiques? Bon, le Bénin en a plus de 300. Ça ne pose pas de problème. Les États-Unis en ont combien? La France en a combien? Ou bien d'autres pays africains? Le Ghana en a combien? Etc. Non. Donc, je crois que les gens doivent accepter que c'est pour l'avancée de. C'est-à-dire, vous êtes en train de créer un bicéphalisme de force, c'est ça? Non, pas nécessairement. Il faut qu'on comprenne. Moi, je l'ai joué. Nous l'avons joué. Adi a joué clairement dans le passé. Nous avons plusieurs fois, nous avons pensé être dans la CENI, on ne l'a pas été. Les autres, nous pensons qu'ils nous représentaient, on n'a rien dit. Donc les autres doivent avoir l'humilité de reconnaître cela. Ils peuvent penser qu'on peut les représenter. Au même moment, actuellement, la coalition aussi peut avoir l'humilité de reconnaître qu'elle n'a pas à se tailler tout. Qu'il y a d'autres partis d'opposition. Ce n'est pas parce que d'autres partis n'ont pas marché qu'elles n'ont droit à rien, qu'ils n'ont droit à rien. Non, c'est parce que... Non. Actuellement, on reconnaît qu'il y a deux protagonistes dans la crise togolaise. C'est ce qu'on dit. Soit ils sont avec nous, ou bien ils sont avec UNIR. C'est ce qu'on dit. Mais ça ne veut pas dire que vous dites. C'est pas ce que nous dites. Non, c'est ce que vous dites. Mais le dialogue... Ils sont avec UNIR. Non, est-ce que dans un pays, on peut avoir que deux façons de voir les choses? Non, dans une situation de crise, il n'y a pas de neutralité. Non, ça c'est très clair. Est-ce que c'est être neutre? Les autres ont leur position également, qui n'est pas forcément celle que les deux camps partagent aussi. Non, à l'extrême. C'est ce que refusent les autres. Ils ne veulent pas s'aligner sur les extrêmes. Ils disent qu'ils ne veulent pas s'aligner sur les extrêmes. Je ne dis pas que l'extrémisme. Je dis à l'extrême. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est très clair. Dans une situation de crise aussi profonde que nous vivons, la neutralité n'existe pas. C'est-à-dire tout le monde est obligé de regarder soit comme la coalition, soit comme le pouvoir. À la limite, c'est comme ça. Est-ce que c'est pas dangereux pour la démocratie? Non, ça peut être dangereux, mais une fois que nous allons... On veut plus instaurer une dictature de la pensée. Non, une fois qu'on va dépasser cette crise,
Le pluralisme pour le moment, on est obligé, c'est ça. Pour arriver à trouver une solution à la crise, s'il y a trop de dispersion, on ne peut pas le trouver. Alors que ces deux côtés, jusqu'à là, et vous permettez que je vous le demande aussi crûment, vous n'avez encore rien trouvé comme solution. Non, on espère qu'on va trouver la solution. Mais ça fait bientôt un an, le dimanche. Non, ça fera un an seulement. Le dimanche, ça fera un an qu'on a eu le bouleversement du 19 août. Ne pensez pas que c'est un an. Et aujourd'hui, rien à l'horizon. Ne pensez pas que c'est un an, c'est depuis 91. Oui. Non, on espère qu'à un moment donné, les gens vont savoir que nous sommes en crise. Il faut qu'ils soient clairs dans la perception, dans la lecture de ce qui se passe dans le pays. À partir de là, on va trouver une solution. Aussi longtemps qu'il y a des gens qui tergiversent, on va continuer la crise. Sont-ils en train de tergiverser? Ils font aussi des propositions. Quelles propositions? Qui sont différentes de ce que nous faisons? Dites-moi, quelles propositions ils sont en train de faire qui sont différentes de ce que nous faisons? Donc ils sont obligés de rejoindre les rangs. Pas les rangs nécessairement, mais il faut savoir qu'on est dans une situation, lorsqu'on est en situation de crise, la neutralité n'existe pas. Ça, c'est prouvé partout. Historiquement, c'est prouvé. Il n'y a pas de neutralité. Et est-ce que vous avez demandé, est-ce que, honnêtement, vous espérez pouvoir l'obtenir? Quoi ça? C'est-à-dire qu'il y ait une recomposition paritaire de la CENI, qu'il y ait une recomposition paritaire de la Cour constitutionnelle, etc. Non, pour la CENI, ça, nous avons... Non, ça, nous espérons l'obtenir. Pour la CENI, ça, c'est très clair. C'est dans les textes. Le gouvernement ne peut pas se permettre de désigner des gens de l'opposition parlementaire, par exemple. Oui, bien sûr, ils n'ont qu'à laisser l'opposition parlementaire désigner ces gens. Oui, il y a les 4 places qui manquent pour l'opposition parlementaire actuellement à la CENI. Dans la loi, c'est 5 places pour l'opposition parlementaire. Oui, il y a l'UFC qui a pris mais qui désigne? L'UFC est au Parlement aussi. Oui, mais qui désigne? Donc n'importe qui peut se lever. Le processus est bien suivi. Hein, n'importe qui peut se lever de l'opposition. Bon, pourquoi pas sur Togo? Pourquoi pas Oredimon? Pourquoi il ne se lève pas pour se désigner? Alors, non, donc il y a les lois qui existent. Oui, le gouvernement dit qu'il veut respecter la loi. Il faut qu'on ne vous êtes pas levé pour désigner les 5. Non, parce qu'on trouve que ce débat n'ait même plus lieu d'exister. On trouve que la structure actuelle, ou bien la loi, le code électoral, ce n'est pas seulement les nombres des gens qu'il faut rester là-bas. Il y a toutes des dispositions. Finalement, est-ce que c'est un problème de personnes que vous posez? Non, ce n'est pas les personnes, c'est question de personnes liées à la position. C'est les personnes qui vous gênent actuellement. Non, ce n'est pas personne, c'est question de... Non, c'est peut-être question de leur perception, de leur comportement. Mais la composition actuelle de la CENI est issue de l'APG, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est ce que je dis, il faut appliquer l'APJ, il faut laisser l'opposition décider. L'APG a dit 17, il y a 5 pour l'opposition parlementaire, 5 pour la majorité parlementaire, 3 pour l'opposition extra-parlementaire, 3 pour la société civile et 1 de l'administration. Il faut laisser l'opposition désigner les trois sociétés civiles et la société civile, ça ne concerne pas l'opposition. Ça ne concerne pas du tout l'opposition. Mais qui les désigne? C'est au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a les organisations de la société civile qui sont là et qui désignent qui les représente et l'Assemblée entérine simplement par un vote. L'Assemblée n'entérine pas, l'Assemblée désigne. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est une information que vous nous donnez là. C'est l'Assemblée qui élit. C'est une information que vous nous donnez là. C'est l'Assemblée qui élit, oui. C'est-à-dire vous êtes en train de nous dire que l'Assemblée désigne... Élit, oui, sur proposition des organisations. Non, si les organisations de la société civile, oui. Mais compte tenu de la composition de l'Assemblée actuelle, qui vote pour sa chapelle, les députés ne se comportent pas comme s'ils avaient un mandat non impératif. Qu'est-ce qui se passe alors? L'Assemblée a l'habitude de désigner des gens des sociétés civiles qui sont... Vous employez le mot désigner, c'est ça qui est élire des gens de la société civile. C'est en amont les organisations qui désignent... Qui proposent. Non, ils proposent la candidature. Et l'Assemblée élit, sur des bases bien précises. Des bases bien précises. Quelle base? Ça veut dire qu'il y a une élection. Une base. C'est une élection. On ne choisit pas n'importe qui. On regarde qui peut faire le job. Mais évidemment, on connaît très bien. Les gens élisent selon leurs orientations. Alors, ça veut dire aujourd'hui, la coalition espère que les 3 de la société civile, c'est elle qui les propose, c'est ça? Non, ce n'est pas elle. Elle va désigner peut-être un. Elle va élire, disons, soutenir la candidature d'un. Le parti au pouvoir va soutenir la candidature de 2. Au niveau des assemblées parlementaires, l'opposition peut soutenir la candidature de 2 et le parti au pouvoir la candidature d'un. C'est comme ça que ça doit se faire normalement. Est-ce que vous êtes que vous voyez que vous êtes en train d'imposer de fait une politisation de la société civile? Non, je vous dis, mais c'est ça qui se fait actuellement.
Moi, je suis contre ça. Et de deux, je vous dis que moi, je ne suis pas, en principe, une CENI composée de représentants de partis politiques. Je ne suis pas d'accord. Vous l'avez dit tantôt. Ça, c'est ma position. Mais maintenant, on a ça dans le texte, il faut l'appliquer. Mais vraiment, à terme, à long terme, il faudra s'en départir de ça. Mais envoyer que des politiques là-bas, ça règle un problème? Mais vous pensez que la société civile actuellement, ceux qui sont à l'Assemblée nationale et ceux qui sont dans la CENI ne sont pas politiques? Ils sont des politiques. Peut-être même plus que nous. Alors, ça veut dire que même votre proposition ne règle pas le problème? Non, ça ne règle pas le problème de neutralité. Vous aurez pu proposer dans votre mémorandum en disant, bon, laissons tomber tout ce qui est politique, envoyons des technocrates à la CENI. Ça peut arriver, ça va arriver à une autre prochaine étape. Mais l'urgence, vaut mieux faire selon le texte, ce que le texte dit. Mais après, on va changer. On fait des réformes à minima en espérant pouvoir les changer après? C'est le terme. Nous ne sommes pris pas le temps, mais la Constitution... Quel temps? Le 20 août, le 20 décembre? Bon, nous disons, à notre niveau, la coalition dit que le 20 décembre, c'est une date qui est fixée, mais il y a des étapes à réaliser avant de faire des élections. Si les étapes doivent être bien faites, si ça nous permet de faire les élections le 20 décembre, on le fera. Mais dans le cas contraire, on sera obligé de le pousser. Il y a aussi la question du fichier électoral. Et là, vous avez proposé qu'il y ait des audiences foraines qui permettent aux gens d'avoir les pièces d'identité. Vous savez que nous, au niveau de l'ADI, nous avons fait une proposition de loi. Oui, il y a une proposition de loi. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est là. Non, on devait l'étudier en commission. 2 fois, ça a été reporté parce que le gouvernement n'était pas prêt. En tout cas, le gouvernement, premièrement, n'avait pas été averti à temps. La deuxième fois, le gouvernement a reporté. Est-ce que les audiences foraines vont régler la question du fichier électoral? Non, ça peut permettre de régler. Actuellement, ça se fait. Hein. Il y a déjà des cartes d'identité qui sont établies sur cette base. Vous le savez, c'est ça. C'est compte tenu des urgences, il faut le faire. Oui, mais plusieurs pays l'ont fait. Je crois que Sénégal, on l'a fait. Ça ne règle pas le problème parce que quand il y a des gens, quand l'état civil même n'est pas fiable, il y a des gens qui sont décédés, qu'on ne signale pas à l'autorité et qui sont maintenus au niveau du fichier électoral. C'est les étrangers. L'état civil qu'on doit faire d'abord. C'est à partir de là qu'on va rétablir l'état civil. C'est à partir de là qu'il faut extraire la liste électorale. Alors, professeur Gogué, pourquoi simplement, ça va paraître peut-être un peu bizarre comme proposition, on ne s'appuie pas sur la DGDN, la Direction Générale de la Documentation Nationale, qui vous fournit une liste actualisée des gens qui ont déjà leur pièce d'identité en âge de voter quel est le pourcentage? Et qui sont 25%. Les 25% vont voter? Oui, simplement. Si d'autres sont intéressés, qu'ils aillent se faire établir les pièces et qu'ils votent. Combien de temps ça va prendre? Peut-être pas les audiences foraines. Non, ça va prendre beaucoup de temps si on ne fait pas les audiences foraines. Et puis les pièces d'identité, les certificats de nationalité, etc., ça prend beaucoup de temps. Vous savez vous-même. C'est pourquoi on pense que l'audience foraine peut permettre d'accélérer. Ils l'ont fait au Sénégal. Ça. Mais quand on fait aussi une audience foraine, il faut qu'il y ait quelqu'un qui témoigne, qui dise telle personne. Il y a des erreurs, ça c'est sûr. Il y a des erreurs, mais c'est moins grave que lorsqu'on fera... Par témoignage, comme on le fait actuellement. Mais le témoignage, vous vous rendez compte aussi, c'était une solution qui avait été trouvée entre temps. Aujourd'hui, cela semble être devenu un problème aussi. Oui, c'est un problème. Même pour nous, au niveau de l'ADI et puis de la coalition, lorsqu'on a introduit la loi, c'était pour permettre à beaucoup de citoyens d'avoir leur pièce d'identité, ce qui est une bonne chose. Les RAF qu'on fait actuellement, je débat évidemment, même parfois des gens ont leur pièce d'identité, on les arrête, mais ça aurait pu permettre d'éviter cela. Est-ce que le 20 décembre, la coalition est prête à aller aux élections législatives? Non, c'est tout ce que je vous dis. La coalition est prête à aller aux élections. Va aller aux élections le 20 décembre si toutes les étapes sont bien remplies. Mais s'il y a des accros, bien on veut sauter des étapes. Peut-on définitivement les remplir aussi? S'ils ont fixé les dates, il faut qu'on se mette d'accord. Si les étapes sont là et il y a des tâches à accomplir, il faut qu'on puisse les remplir. Si on ne les remplit pas, il vaut mieux ne pas faire les élections le 20 décembre. Est-ce que vous avez déjà un chronogramme de réalisation de ces réformes? Oui, on a ça. Avec la CEDEAO? Non, maintenant, on va discuter. On va proposer à la CEDEAO, on va discuter avec les... Il faut faire toutes les réformes avant le 20 décembre? Mais bien sûr. Bon, peut-être qu'il va y avoir certaines réformes qui ne seront pas peut-être importantes pour les élections, mais les réformes fondamentales, il faut les faire avant les élections. Bien avant les élections pour donner confiance à la population pour aller aux élections. Alors, sur la question, par exemple, de la limitation du mandat du président de la République, vous êtes revenu sur ça en insistant toujours sur le bout de phrase en aucun cas. Je crois que... Qui vous a bloqué? Non, j'ai l'impression, je crois que nos amis du NIR doivent
comprendre que c'est important. Pour vous? Non, pour le Togo. Parce que regardez tout ce qui se passe dans la sous-région et sur le continent. Et comment il s'appelle? Kabila. Qui s'est retiré. Oui. Il semble que même le Burundi, il a réaffirmé. Oui, il a dit qu'il ne se représentera pas. Il a réaffirmé il y a quelques jours. En 2020. En 2020, Ouattara, qu'on soupçonnait d'avoir des idées, il a renoncé. Je crois qu'il faut qu'on ait le courage pour l'harmonie du pays, pour la paix du pays, d'aller de l'avant avec ça. Non, moi, ça me gêne. C'est le bout de phrase qui va vous rassurer? Ça, pas nous de la coalition. J'espère que ça va rassurer tous les Togolais. Est-ce qu'immédiatement, c'est le plus important? Quoi ça? Ce bout de phrase. Ça ne compte pas pour 2020, disons-le. Pourquoi ça ne compte pas pour 2020? Non, on a les législatives. Non, pardon, ça ne compte pas pour le 20 décembre, j'allais dire. Non, mais vous savez que ça dépend de la perception de la population sur l'évolution du pays. Si peut-être le bout de phrase, ça va aider à la population d'avoir confiance en son avenir. Parce qu'en fait, ce que les Togolais veulent, les élections législatives ou pas, ils veulent une assurance qu'il y aura l'alternance en 2020. Voilà, c'est ça. L'alternance, c'est dans les urnes aussi. C'est dans les urnes, nous sommes d'accord. Oui, mais vous donnez l'impression de vouloir écarter quelqu'un qui, pour vous, tant qu'il est en jeu, vous ne gagnerez jamais. Non, pas ça. Non, c'est question de principe. Vous l'avez affronté vous-même en 2015 et vous a battu. Moi, je suis sûr que je n'ai pas gagné les élections. Oui. Parce que le délai, vous savez, nous avons décidé que je sois candidat fin janvier. Il restait 2-3 mois, c'est difficile. Moi, je suis sûr que j'ai perdu. Je l'affirme tout le temps, mais je ne suis pas certain qu'il a gagné. Vous avez les résultats aussi. Quels résultats? Les résultats de Parce que vous ne faites pas mais vous ne faites pas le politique. Hein. Vous êtes peut-être dans une logique politique. Non, c'est pas une logique. Non, on ne veut pas reconnaître qu'il a gagné. Non, c'est pas du tout une... Moi, j'ai perdu quelques fois aux élections législatives, même si je sais de temps en temps m'a volé, mais bon, je laisse passer. Finalement, tout le monde dit qu'on l'a volé dans ce Non, vous savez, je sais ce qui s'est passé. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais là, je ne suis pas sûr qu'il ait gagné. Il y a aussi la question que vous avez évoquée du vote des Togolais de la diaspora. Pour vous, vous pensez réellement que ça peut être opérationnel? Bon, il faut qu'on commence pour savoir. Je sais que ce serait très difficile, mais il faut qu'on puisse le démarrer pour voir. Non, pour nous, c'est un principe. Si c'est acquis, faisons tout pour le faire. Mais c'est à l'impossible, nul n'est tenu. Oui. Mais nous ne disons pas a priori qu'on ne peut pas le faire. Les autres pays arrivent à le faire. Si on peut le faire, on le fait. Pour la présidentielle, parce que pour les législatives, apparemment, ils ne sont pas concernés. En principe, ils sont concernés. On peut créer... Bon, là, il faut des députés de la diaspora. C'est ça, ça implique le découpage. Oui. C'est ça. Mais pourquoi on n'adopte pas dans une réforme? Vous ne l'avez pas dit dans votre mémorandum. Vous n'avez pas proposé de députés de la diaspora. Non, c'est implicite. Non, on a dit qu'il faut faire le découpage électoral. C'est dans ça qu'il y a ça, le vote de la diaspora. Hein? Mais vous n'avez aussi rien dit sur la limitation de mandat des députés. Ça, c'est original, ça. c'est très original. Bon, j'ai l'impression que UNIRA a des problèmes à son sein pour renvoyer des députés. Il y a des députés qui ont fait 3-4 mandats dans UNIRA. S'ils ont des problèmes pour eux, c'est leur problème. Nous, on n'a pas tellement ces exercices. Peut-être il y a 2 ou 3 députés de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas aussi une bonne chose qu'on limite tous les mandats électifs au Togo? En fait, ça n'a pas posé. Ça vous gêne? Généralement. Ça vous gêne? Non, moi, ça ne me gêne pas. Je ne peux pas faire votre portefeuille. En fait, je ne peux pas faire. Votre fauteuil de député. Non, en tant que député, je ne ferai pas plus de mandats en tant que goguet. Oui. Bon, ça, c'est certain. C'est une promesse que vous faites? Ce n'est pas une promesse, c'est une certitude. C'est pas une... Non, quand même. Vous êtes dans votre premier, c'est mon premier mandat. Qui finit le dimanche. Bientôt. Le dimanche, normalement. Non, on a le 19 août. Il faut oublier le 19 août. Et ça arrange finalement. Le 19 août, c'est l'anniversaire. C'est un autre anniversaire. aussi fini le 19 août, ne l'oublions pas. Oui, bien sûr. Peut-être on a choisi la date. Oui, mais il faut aussi limiter pour que quand les gens font l'expérience de l'Assemblée nationale, 5 ans, renouvelable 1 ou 2 fois, qu'ils libèrent le plancher pour d'autres. Non, mais ce problème n'est pas aussi important que la présidence. Non, compte tenu des responsabilités d'abord, les responsabilités sont beaucoup, beaucoup plus lourdes au niveau de la nation. Et ça introduit les responsabilités et les changements de politique, le poids dans le pays, dans l'avenir du pays, c'est beaucoup plus important pour un président de la République, pour un député. Alors,
Finalement, professeur Aimé Gogué, oui. on a commencé cette crise, vous remontez même vous jusque dans les années 90, oui. Mais au moins depuis un an, ça s'est exacerbé. Est-ce que vous promettez aujourd'hui que le bout du tunnel est pour bientôt? Ben, ils ne sont pas à moi de promettre. Vous êtes un J'aurais espéré que ça finisse bientôt. Si les gens de part et d'autre, notamment nos amis, nos parents, nos concitoyens d'Uni, nous avaient écoutés, et si vous les aviez écoutés aussi? Non, c'est eux qui... Pourquoi vous voulez être seul qu'on écoute? Pourquoi pas eux? C'est eux qui... Il y a toujours dans une crise, on ne peut pas dire que... Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise que les deux sont responsables au même niveau. Je crois que dans cette crise, UNIR a été plus responsable que nous. Ça fait depuis longtemps qu'on travaille, qu'on fait des dialogues qui n'arrivent pas à mettre en œuvre. S'ils avaient mis en œuvre toutes les conclusions des dialogues, on n'en serait pas là. Vous avez des passerelles entre vous? Ouais. À part peut-être les réceptions où vous vous retrouvez. Non, est-ce que vous avez pourquoi des réceptions? Officieusement des passerelles? Bien sûr. Vous dites, et non, pourquoi on ne voit pas le résultat? Ah non, si nous sommes en face des autistes, on le fait. Ah, des autistes. Mais non, il y a des passerelles. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, moi je discute avec tout le monde. Ouais. Et je suis sûr que des collègues du parti, d'autres partis de l'opposition, de la C14 aussi, le font de la même chose. Nous faisons beaucoup d'efforts pour que... On n'avait pas besoin d'un dialogue international. S'ils avaient écouté, on serait... Non, moi je le dis. Je leur ai dit ça encore la semaine dernière. C'est eux qui étaient autistes, ils n'ont pas voulu comprendre, malheureusement. Bon, voilà là où nous sommes. Parce que c'est quand même honteux que pour un tout petit problème, on soit obligé d'aller voir un facilitateur extérieur, alors qu'on aurait pu discuter sur place. Professeur Aimé Gogué, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et on marque maintenant la pause et on va retrouver après les invités pour Regard Croisé.